Euh, Merci à l'équipe Qataris et au professeur Boujeli de m'avoir sollicité pour faire part de notre expérience, une expérience particulière. Euh, et bien entendu, je suis honoré aussi pour cet échange de connaissances, d'expériences avec les experts de divers horizons. Euh, je commencerai déjà pour expliquer pourquoi cette expérience est singulière. Parce que d'abord, on a à faire face à une maladie nouvelle qui comporte de nombreux points qui sont inconnus. C'est une maladie qui a mis sous tension notre système de santé, qui est, qui est inadapté et non préparé pour faire face à ce profil épidémiologique. C'est pourquoi c'est une expérience singulière, parce que, bien sûr, elle a exigé de la part des autorités et de tous les intervenants la nécessité d'une mobilisation rapide de ressources et d'un haut niveau d'organisation qu'on a essayé, tant bien que mal, d'essayer d'atteindre. Alors, l'hôpital de campagne, réellement, ce n'est pas nouveau. Il a été déjà dans la pratique militaire, il est régulièrement mis en place. Et aussi, même dans la pratique civile, au cours de l'épidémie d'H1N1, nombreux pays ont adopté cette nouvelle organisation, mettre à disposition donc une structure hospitalière qu'on peut monter rapidement avec et qui justement permet de répondre aux besoins de la population. L'hôpital de campagne, bien sûr, de nombreux défis se sont présentés à nous parce que, bien entendu, il exige un fonctionnement particulier avec des contraintes architecturales, des contraintes logistiques à mettre en place, la gestion d'un nombre important de malades, potentiellement graves, parce qu'on sait que cette maladie se singularise par une évolution imprévisible, et puis l'inexpérience des équipes. Là, c'est clair que les équipes militaires sont entraînées à cela, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait appel à leur concours. Ils ont aussi derrière ce concept de mise en place d'un hôpital de circonstance. Et réellement, c'est un défi important, le fait, donc il y a un volet formation qui doit être un préalable et doit se faire dans des centres qui ont déjà l'expérience et bien sûr qui vont nous guider pour essayer de faire le moindre de fautes possible. Alors, pourquoi l'hôpital de circonstance? Bon, c'est d'abord pour répondre aux besoins en soins des patients atteints de Covid, qui sont hypoxémiques et qui viennent en grand nombre. C'était les principaux critères d'admission au sein de ce centre. Donc, il faut qu'ils soient atteints de Covid confirmé et qu'ils aient des besoins en oxygène. Pourquoi aussi cette structure? C'est pour, bien entendu, ça a été dit, assurer une disponibilité rapide avec une offre importante en lit oxygène. On sait maintenant que la précocité de prise en charge et de mise en place du traitement est un facteur qui peut infléchir sur le pronostic et réellement mettre une structure rapidement disponible, c'est un mot-clé. Et il faut pas perdre de temps devant cette maladie, rapidement mettre en place le protocole thérapeutique et offrir des lits d'oxygène pour que les patients ne meurent pas étouffés, soit chez eux, soit en attendant de trouver un lit hôpital. Bien sûr, le troisième
carnet de charge, un peu le paramètre du carnet de charge, c'est de diminuer la charge des hôpitaux conventionnels et autres structures hospitalières, qui bien sûr se sont trouvés et qui avaient pour mission d'assurer leurs activités non-Covid, parce qu'au cours de la première vague, on a un peu oublié l'activité non-Covid et on a laissé sur le bord de la route beaucoup de patients qui nécessitaient une prise en charge médicale et qui n'ont pas été traités parce que il y avait la première vague. Et puis, avoir cette structure, ça a permis de gagner du temps et de permettre aux hôpitaux de s'organiser, de compléter et finaliser leur circuit de soins et exploration Covid. Et un autre objectif, c'était de libérer des lits de réanimation des malades peu ou moyennement sévères. Donc, c'était le carnet de charge. Bon, pour la conception, elle est, bien sûr, c'est les experts au niveau du ministère de la Santé, ministère de la Défense et ministère de la Jeunesse et des Sports qui ont pensé à transformer une salle d'hétérophilie en centre hospitalier de soins. Et le choix a été porté sur la salle d'haltérophilie de la Cité sportive des Jeunes. Bien entendu, derrière une conception, il y a un groupe de travail qui a réuni aussi bien des ministères, l'OMS, la société civile, et donc tous les intervenants dans cette épidémie. Pour les dates, donc les travaux d'aménagement, ça a été fait avec célérité. Hein, le bâtiment a été monté en 4 semaines et il a été finalisé au niveau architectural fin mai 2020. Fin mai 2020. Le début, l'inauguration a eu lieu le 19 septembre. L'inauguration a eu lieu fin mai et on a commencé notre activité un peu précipitée, disons, parce que la situation épidémiologique était catastrophique. Donc, on a commencé le 19 septembre. Donc, voici un peu quelques images pour la mise en place et je remercie les compétences tunisiennes pour la célérité avec laquelle ils ont travaillé, mais aussi le savoir-faire tunisien concernant l'efficacité de la structure. On va le voir après dans les chiffres, dans le fonctionnement, et réellement, ils ont mis à notre disposition une structure qui fonctionne comme un hôpital et qui, bien entendu, a pu, en un temps assez rapide, permettre de prendre en charge un nombre important de malades. Le concept, il est ancien, il vient des équipes chinoises. Ça, c'est l'hôpital de campagne de Leshanshan, qui est à Yuan, qui a été monté en 12 jours. Et bien sûr, il comporte, comme tous les hôpitaux de campagne, donc une zone de soins, ici en bleu, une zone logistique, et puis une zone de vie pour le personnel soignant et des aspects logistiques. Donc, toujours, c'est compartimenté en zone propre pour zone de retrait et de logistique, et en zone contaminée avec une zone intermédiaire pour le DCVH. Voici notre structure. Donc, je félicite réellement et tous les concepteurs et encore une fois, le savoir-faire tunisien pour transformer cette salle d'haltérophilie en hôpital fonctionnel, sécurisé et avec une haute capacité de prise en charge des patients. Donc, c'est une structure qui comporte une zone d'accueil que vous voyez ici. Donc, à l'entrée, vous avez ici 4 lits de réanimation. Et puis, vous avez des modules qui comportent chacun 21 lits. Donc, ce qui fait que nous avons une capacité de 80 lits oxygène et 4 lits de réanimation.
bon, ce n'est pas des lits de réanimation dans les vrais sens du terme, c'est des lits, disons, qui permettent de faire de la VNI, de faire de la ventilation artificielle et d'avoir un monitorage rapproché des malades. Bon. Donc, disons, c'est des lits intensifs d'attente avant le transfert des patients en réanimation. Donc, vous avez une zone, donc ici contaminable, c'est une zone intermédiaire. On a une salle de réserve, au cas où il faut faire une extension des lits. Et puis, un secteur administratif et une zone de vie du personnel soignant. Donc, c'est une, vous voyez très bien, c'est une architecture sécurisée, de haute capacité, qui répond aux normes de circulation sécurisées et réellement, encore une fois, chapeau bas au constructeur. Voilà dans la réalité. Vous avez ici des lits oxygène et à droite, les lits de réanimation. Alors, pour la conception, bien sûr, le schéma fonctionnel mis en place initialement, c'était pour chaque module de 20 lits, c'est qu'il y ait un médecin, 2 infirmiers, 2 aides-soignants et un agent de nettoyage. C'est ça la conception initiale. Dans la réalité, notre équipe médicale est composée de 9 médecins d'horizons divers. C'est leur première expérience, tout le monde, c'est notre première expérience de travail dans un hôpital de campagne. Et réellement, cette équipe, je la félicite pour son volontariat, son engagement et sa qualification face à cette maladie nouvelle et à ces conditions particulières de travail. Donc, ce qui nous fait environ 2 médecins pour 84 lits par séance de 12 heures. Nous travaillons avec un système de 12 heures et un jour sur 2. Nous avons comme ressources humaines des techniciens d'anesthésie qui sont très utiles dans le secteur réanimation parce qu'ils ont la maîtrise de la ventilation, ils ont la maîtrise d'accès des accès veineux, donc ils ont un peu les réflexes, et c'est une expérience très, très positive dans ce sens-là. Et là aussi, malheureusement, le nombre est toujours insuffisant. Un technicien supérieur d'anesthésie pour 4 lits par 12 heures. On a un pool d'infirmiers, de 24 infirmiers, ce qui nous fait un ratio de 6 infirmiers pour 80 lits par 12 heures. Et les aides-soignants qui sont réellement, s'il y a une catégorie de soignants qu'il faut renforcer, c'est les aides-soignants, parce que le profil des malades fait que ce sont des patients sous oxygène qui sont en limitation de déplacement et en limitation d'autonomie, et ils ont réellement besoin d'une activité de soins rapprochée, que ce soit pour leur hygiène, que ce soit pour leur nutrition, que ce soit pour répondre aux besoins de ces malades particuliers. Les équipements, donc on a été doté de 4 respirateurs de transport. Bon, ce n'est pas des respirateurs haut de gamme de réanimation, mais c'est des respirateurs qui assurent tout de même des modes ventilatoires efficaces. On a eu 10 CPAP de Boussignac, mais on attend encore le dispositif pour oxygénothérapie à haut débit nasal. Alors, pour les chiffres, voilà les chiffres. Donc, on a fait, durant les 2 mois, donc on a commencé le 19 septembre, on a fait 400 admissions de patients atteints de SARS-CoV-2 hypoxémiques. Leur provenance, 380 ont été recrutés des urgences et des réanimations du Grand Tunis. Réellement, toutes les urgences et les réanimations nous ont sollicité. 12 urgences d'hôpitaux régionaux, essentiellement le Nord et la région de Nabeul. 6 transferts directs du domicile par le SAMU et 2 transferts par des établissements privés de santé. La durée moyenne de séjour est de 10 jours. Elle est très variable. Au début, on a eu des malades, disons, inférieurs à 6 litres et qui ont
qu'on remettait chez eux au bout de quelques jours. Mais avec l'évolution de l'épidémie, on a eu des cas plus graves, vu la saturation des lits de réanimation. Et là aussi, donc, comme tous les services des urgences et les services oxygène, donc là, on était acculés à prendre des malades réellement de réanimation avec de très forts besoins d'oxygène. Nous déplorons 12 décès, 8 par hypoxémie réfractaire. Et là aussi, j'insiste sur l'imprévisibilité d'évolution de la maladie. S'il y a un travail à faire, c'est de rechercher les critères pronostiques qui nous indiquent quels sont les malades qui vont s'aggraver. On a eu 4 décès de causes cardiovasculaires. On a des lits de soins intensifs, on n'a pas de lits de réa, donc on a été obligé de transférer 7 malades en réanimation. 5 sont décédés. 4 patients ont été intubés pendant plus de 48 heures dans notre structure et nous avons un taux de mortalité de 4,25%. Donc, on a eu 380 malades, je ne dirais pas guéris, mais qui ont été mis sortant, sevrés d'oxygène. On a eu 4 patients qui sont revenus et tout ça pour insister sur l'imprévisibilité de l'évolution de cette maladie et ce que tout le monde a constaté. Voilà par les chiffres. Bien sûr, au côté analyse, il y a des points forts et des points faibles. Le point fort, c'est qu'on a pu accueillir effectivement un nombre important de patients, 400 patients en 2 mois. On a pu appliquer précocement les protocoles thérapeutiques. Donc, nous, on s'est inspiré du protocole mis en place à l'hôpital militaire. Et là aussi, je remercie l'équipe d'hôpital militaire pour son encadrement et bien sûr son partenariat efficace. Et donc, ça, c'est le deuxième point. Le taux de guérison est somme toute satisfaisant. Une capacité d'accueil des lits oxygène très intéressante. Et on a aussi la capacité de réanimation de courte durée. Et surtout, l'expérience acquise par tout le monde, réellement par tout le monde, que ce soit équipe médicale ou paramédicale, c'est une autre façon de faire de la médecine et de prodiguer des soins. Et réellement, ça nous a beaucoup appris et je pense que, bien sûr, une expérience à poursuivre dans d'autres circonstances. Autre point fort, c'est le travail en réseau. Et on est en collaboration avec les services d'urgence, de réanimation et les services COVID+. Et aussi la possibilité, on a eu plusieurs cas, on a eu une concertation pluridisciplinaire avec les cardiologues, les pneumologues, les urgentistes. Et là, c'est toujours une concertation très bénéfique et très utile pour le malade. Une bonne interaction avec la régulation Chocrome et le SAMU. L'appui logistique, administratif et surtout la formation. On a dû faire une formation accélérée. D'abord au sein de l'hôpital Abdelrahmane Mehmi, qui a déjà eu l'expérience de la première vague et qui a commencé son activité Covid au début septembre. Et de l'hôpital militaire de Tunis. Autre avantage, c'est que aussi la mise en place de l'informatique avec l'ordonnance électronique, le DMU, la gestion des malades à distance. Autre point que j'ai considéré comme positif, c'est surtout on a essayé d'être très pointu sur l'humanisation des soins. C'est des malades très anxieux, le corps soignant est très angoissé. On a tout fait pour faciliter le contact avec la famille, assurer une communication quotidienne et directe avec les familles et en permettant donc les moyens, mettre à disposition des patients les moyens de communication nécessaires pour qu'il y ait un contact permanent avec la famille. Dernier point, donc c'est une équipe soignante, je le répète, volontaire, dynamique, solidaire, proche de ses malades et de leur famille.
j'espère que nous avons réussi dans ce côté-là. Bon, tout n'est pas rose, bien entendu. Et bien sûr, on a été sollicité un peu en catastrophe, entre guillemets, hein, et on a souffert d'une préparation insuffisante parce que les locaux n'étaient pas totalement prêts. Essentiellement, on a eu un grand problème au niveau des sanitaires. Il y a un problème de sécurité électrique. Les protocoles d'hygiène aussi, on a eu du mal à les appliquer parce qu'il faut une organisation, il faut une disponibilité. La gestion du lait nous a posé problème, ainsi que le fonctionnement des caméras de surveillance. Autre point faible, je considère, c'est l'absence de personnes administratives sur place. Donc, bien sûr, ça nous a amené, nous, les gens sur place, à faire de l'administratif. C'est pas bien parce que, bien entendu, on devrait se consacrer beaucoup plus aux malades et aux protocoles et au suivi des protocoles qu'à faire de l'administratif. On a eu des problèmes logistiques. Bien entendu, de par son éloignement, on a des capacités d'exploration limitées, mais on a pu effectuer 2 à 3 scanners à distance avec je remercie ici le service d'imagerie médicale de Calmemi pour sa disponibilité et bien sûr pour d'avoir priorisé un peu les patients de Mansa. Vous l'avez vu dans quelques plaques avant, c'est les ressources humaines qui restent très limitées par rapport à la capacité d'accueil et le personnel soignant inexpérimenté, peu qualifié. On a eu tous des diplômés de 2020 et c'est notre première expérience et réellement on a un peu appris sur le tas, mais aussi avec, il faut le dire, on a eu bien sûr l'encadrement de l'équipe de l'hôpital militaire et de l'équipe de MEMI pour un peu essayer de surmonter cette inexpérience. Autre point, tout le monde en parle, c'est l'absence de support psychologique, aussi bien pour les malades que pour les soignants. La disponibilité d'équipements, les équipements pour surveillance à distance, mais aussi c'est une maladie qui réellement, où le numérique peut être d'un apport très important. Et là aussi, soit pour communiquer, soit pour enregistrer les données, soit pour transmettre les données. Réellement, c'est un effort à faire aussi, c'est améliorer cette gestion numérique. Et dernier point, à ne pas négliger, c'est la vulnérabilité du financement. C'est vrai que ce projet est né d'un partenariat public-privé, mais on ne voit pas le futur. Il y a des promesses, mais on ne sait pas qui va financer le restant de l'activité. C'est une activité qui consomme des ressources matérielles et bien sûr, il faut imaginer une ligne de financement derrière. Donc, pour conclure, l'hôpital de circonstance d'El Menza a rempli sa mission de fait de son accueil d'un nombre important de malades, essentiellement en période épidémique. Il a pu offrir une offre rapide de soins essentiels, augmentant les chances d'une bonne récupération. Il a soulagé les services d'urgence et d'hospitalisation Covid et il a permis de libérer des lits de réanimation. Bien sûr, le plus important, c'est un retour d'expérience, c'est une expérience acquise qui nous a permis de mieux connaître la maladie. Pour toutes les équipes soignantes, ça va nous rester, effectivement, je rejoins ma professeure Hantous. Ces protocoles-là vont nous être utiles dans notre pratique quotidienne. Donc, l'apprentissage, l'application des protocoles d'hygiène, de gestion des EPI. Maintenant, on fonctionne autrement. Et le plus grand gain, ça va être vis-à-vis des infections nosocomiales. Donc, l'apprentissage de nouvelles techniques de ventilation et d'oxygénation, la gestion, l'expérience en matière de gestion de crise et d'utilisation rationnelle des ressources et l'apprentissage aussi
de l'activité pluridisciplinaire et ne pas oublier toujours l'humanisation des soins. Je vous remercie pour votre attention.